La quatrième grande guerre ninja. L'arc le plus ambitieux, le plus dévastateur, le plus épique de toute la série Naruto. Des armées entières mobilisées. Des légendes ressuscitées par la technique la plus terrifiante de tout l'univers ninja, l'Edo Tensei de Kabuto. Et pourtant il y a une frustration que tout fan honnête doit reconnaître. Kabuto avait entre les mains le pouvoir de ramener n'importe quel mort à la vie avec toutes ses capacités intactes. Et avec tout ce potentiel, il y a des ninjas qu'on n'a jamais vus sur ce champ de bataille. Des légendes oubliées, des pères, des fantômes de l'histoire ninja, dont la présence aurait changé le cours de cette guerre de façon irréversible. Aujourd'hui, on les ramène. 5 ninjas qui auraient dû être ressuscités en Edo Tensei pendant la guerre. Et certains de ces noms vont te faire réaliser que Kabuto a peut-être commis la plus grande erreur stratégique de toute la série en les laissant dans leur tombe. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant et active la cloche. Parce qu'on commence tout de suite. Might Dai, le père de Might Guy. Commençons par lui parce que Might Dai est un des personnages les plus méconnus et les plus sous-célébrés de tout l'univers Naruto. Un homme dont l'histoire est racontée en quelques minutes dans la série, mais dont l'impact émotionnel et narratif dépasse largement le temps d'écran qu'il a eu. Might Dai était considéré comme un ninja sans talent. Un homme que ses contemporains regardaient avec condescendance, qu'on surnommait le Genin éternel parce qu'il avait échoué l'examen Chunin des dizaines de fois. Et pourtant cet homme a développé une maîtrise des 8 portes d'un niveau que très peu de ninjas dans toute l'histoire ont atteint. Et quand les 7 épéistes de la brume ont attaqué son équipe, quand la vie de son fils et de ses coéquipiers était en danger, Might Dai a ouvert la 8e porte. La porte de la mort. Et il a mis en déroute 4 des 7 épéistes légendaires avant de succomber aux conséquences de cette transformation. 4 épéistes légendaires, seuls, en quelques minutes. Le ninja que tout le monde prenait pour un échec, accomplit quelque chose que la plupart des ninjas d'élite n'auraient pas pu accomplir. Un Might Dai en Edo Tensei pendant la guerre, avec les 8 portes disponibles en boucle, sans les limitations biologiques qui le tuaient à l'origine, c'est une force de destruction pure. Une violence du corps portée à son paroxysme absolu qui aurait fait trembler même les membres les plus puissants de l'armée alliée. Et le face-à-face entre Might Dai ressuscité et Guy son propre fils, 2 hommes qui partagent la même philosophie, la même foi dans la puissance du travail et de la volonté, aurait été émotionnellement dévastateur d'une façon que très peu de scènes dans cet arc ont atteinte. Fugaku Uchiwa, le père d'Itachi et de Sasuke, le chef du clan Uchiwa. Et là on entre dans quelque chose de profondément fascinant, parce que Fugaku est un personnage dont on parle énormément dans la série, sans jamais vraiment le voir en action. Sa réputation est établie. Chef d'un clan dont les membres sont parmi les ninjas les plus puissants de l'histoire, respecté par ses pairs, craint par ses ennemis. Et il y a quelque chose de plus. Quelque chose que la série laisse entendre sans jamais le confirmer explicitement. Fugaku avait peut-être éveillé le Mangekyo Sharingan. Des indices subtils dans le manga, des détails dans son comportement et dans la façon dont il parlait de ses propres capacités, suggèrent un niveau de puissance oculaire qui dépassait le Sharingan ordinaire. Et si c'est vrai? Et si Fugaku avait effectivement le Mangekyo Sharingan, alors un Fugaku Edo Tensei sur le champ de bataille de la guerre, c'est un Uchiwa d'élite avec des techniques oculaires avancées, une expérience de combat et une intelligence tactique forgée pendant des décennies, et la régénération illimitée de l'Edo Tensei. La dimension émotionnelle de ce ressuscitation aurait été extraordinaire aussi. Sasuke qui doit affronter son père ressuscité. Itachi qui dans une autre vie aurait peut-être dû faire la même chose. Fugaku qui se retrouve sur un champ de bataille en train de combattre contre tout ce que son clan représentait. C'est de la tragédie grecque en animé japonais. Shisui Uchiwa. Celui-là je parie que beaucoup d'entre vous ne le connaissent pas vraiment. Parce que Shisui est le personnage de Naruto dont on parle le plus sans jamais vraiment savoir ce qu'il valait. On entend son nom. On sait qu'Itachi l'aimait comme un frère. On sait que Danzo lui a volé un œil. Et déjà quand quelqu'un comme Danzo est prêt à commettre un crime aussi grave pour s'emparer d'un œil, ça t'indique immédiatement que cet œil valait quelque chose d'exceptionnel. Mais ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est la nature exacte du pouvoir que Shisui portait dans ses yeux. Son Mangekyo Sharingan lui donnait accès au Koto Amatsukami, une technique de contrôle mental d'un niveau que rien dans cet univers n'égale vraiment. Ce n'est pas un genjutsu classique qui emprisonne sa victime dans une illusion douloureuse. Le Koto Amatsukami entre dans l'esprit de quelqu'un et modifie ses pensées, ses émotions, ses convictions, si profondément, si invisiblement, que la victime est absolument convaincue que tout ce qu'elle ressent vient d'elle-même. Sans douleur, sans résistance possible, sans laisser la moindre trace. Et de son vivant, Shisui était considéré comme l'Uchiha le plus puissant de sa génération. Même Itachi, avec tout son génie, ne faisait que rivaliser avec lui sans jamais vraiment le dépasser.
Un Shisui Edo Tensei avec cette technique sur un champ de bataille, c'est des ninjas de l'armée alliée qui commencent à se retourner contre leurs propres compagnons sans comprendre pourquoi. C'est une armée entière qui se désintègre de l'intérieur sans avoir vu un seul ennemi en face. Comment tu te défends contre une menace que tu ne peux pas voir, que tu ne peux pas sentir, et dont les victimes ne savent même pas qu'elles en sont? La réponse, c'est que tu ne te défends pas. Kabuto a révélé qu'il n'avait jamais retrouvé le corps de Shisui après sa chute de la falaise où il s'est jeté. Pas de corps, pas d'ADN, pas de résurrection possible. Le plan le plus dangereux de toute la guerre est resté hors de portée de Kabuto pour une raison aussi simple qu'une rivière qui a emporté un corps quelque part où personne ne l'a jamais retrouvé. Sakumo Atake, le Cro-Blanc de Konoha, le père de Kakashi. Et là on parle d'une légende dont l'ombre plane sur toute la série depuis le début, sans qu'on ait jamais eu le droit de vraiment la voir en action. Sakumo Atake était décrit par ses contemporains comme surpassant les 3 Sannin en termes de puissance. Jiraiya, Tsunade, Orochimaru, 3 des ninjas les plus puissants de leur génération, des légendes vivantes de leur époque. Et Sakumo les dépassait. Ce n'est pas une hyperbole narrative, ce n'est pas une rumeur de vestiaire, c'est la réputation établie de cet homme dans le monde ninja. Sa maîtrise du chakra, sa vitesse, son intelligence de combat et bien sûr ce tantôt dont la lame blanche lui avait valu son surnom légendaire, tout ça constituait un combattant d'une magnitude qui aurait été absolument dévastatrice sur le champ de bataille de la guerre. Et la dimension émotionnelle, Kakashi qui doit affronter son père ressuscité, Kakashi qui a passé une partie de sa vie à porter la culpabilité de la mort de Sakumo, à comprendre les choix que son père avait faits. Cette confrontation aurait été une des scènes les plus cathartiques et les plus déchirantes de tout Shippuden. Sakumo qui se retrouve face à son fils devenu l'un des ninjas les plus respectés de Konoha. Kakashi qui doit se battre contre l'homme dont il porte le souvenir depuis toujours. C'est exactement le type de moment que la guerre aurait dû nous donner et ne nous a pas donné. Et on termine avec Jiraiya. L'absence de Jiraiya sur ce champ de bataille reste, pour moi et pour beaucoup dans la communauté, la plus grande occasion manquée de tout l'arc de la guerre. Kabuto l'a dit lui-même. Il avait essayé de récupérer l'ADN de Jiraiya. Il avait reconnu que Jiraiya représentait une ressource extraordinaire pour l'Edo Tensei. Et il avait aussi reconnu quelque chose d'encore plus révélateur, qu'il avait peur de ressusciter Jiraiya. Peur que même en Edo Tensei, même contrôlé, même mort, Jiraiya soit trop dangereux. Trop fort moralement. Trop capable de résister au contrôle, de reprendre le dessus, de trouver un moyen de se libérer et de retourner la situation. Et cette peur-là, cette peur de Kabuto face à un homme qu'il voulait utiliser comme outil, est la plus grande démonstration de respect posthume que cet univers ait jamais produite. Mais imagine qu'il surmonte cette peur. Imagine un Jiraiya Edo Tensei qui arrive sur ce champ de bataille. Le mode sage complet, sans les limitations de temps qu'il avait de son vivant, parce que l'Edo Tensei lui donne une endurance illimitée. Les crapauds géants de Myobokuzan convoqués en masse. Et surtout, Jiraiya face à Naruto, son élève, le garçon en qui il avait mis toute sa foi, tout son espoir, toute sa conviction que le monde pouvait changer. Cette scène, Naruto qui doit se battre contre le maître qu'il n'a jamais cessé de pleurer, Jiraiya qui quelque part dans cet Edo Tensei se bat contre lui-même pour ne pas blesser cet enfant qu'il aime plus que tout, c'est le niveau de tension émotionnelle, que même les meilleurs moments de la série n'ont atteint qu'en de rares occasions. Kishimoto avait tous les éléments pour créer la scène la plus dévastatrice de toute la guerre. Et le choix de ne pas aller là, quelle qu'en soit la raison, reste pour moi la plus grande douleur narrative de tout l'univers Naruto. Voilà 5 fantômes que la guerre aurait dû nous rendre. 5 occasions manquées qui auraient rendu la 4e grande guerre ninja encore plus épique, encore plus déchirante, encore plus inoubliable qu'elle ne l'était déjà. Et maintenant la question qui va tout déclencher dans les commentaires. Lequel de ces 5 Edo Tensei t'aurait le plus brisé le cœur à voir? Et est-ce que tu penses que Kishimoto a eu raison de les laisser dans leur tombe, ou est-ce que c'était une erreur narrative impardonnable? Abonne-toi, active la cloche, et dis-moi en commentaire quel sujet tu veux qu'on traite dans la prochaine vidéo. Les légendes oubliées de Naruto ont des histoires extraordinaires à raconter, et on est loin d'avoir tout dit. À très bientôt.